Le confort du mobilier, si je suis mal assis, ça va me perturber. Mon cerveau il dit non, mais ça va, là j'ai de la douleur. Si j'ai de la douleur, ben, on l'a vu avec la formation réticulée, douleur égale pèse de la tension. Donc voir les pédagogies, John Dewey, Montessori, Freinet, Sudbury Valley, etc. Hein? Si les 3 conditions requises, excitation intellectuelle minimale, soudaineté, curiosité, ne sont pas optimisées, eh bien on s'ennuie. Et l'ennui, c'est quoi? C'est un état intolérable, voire douloureux. L'ennui, c'est insupportable. Moi, je deviens hystérique quand je m'emmerde. La dernière fois que je me suis emmerdée, c'était je me suis retrouvée dans un spectacle. Je me suis foutue au 2e rang, à la diagonale opposée de la porte de sortie, pour un spectacle que je pensais être un concert de violoncelle, j'adore le violoncelle, qui était un monologue chiant, avec des ping-poum-poum de temps en temps de violoncelle. Mais moi, je deviens hystéro dans ces cas-là. Je ne supporte pas, je me sens emprisonnée. J'ai l'impression qu'on vient de me... On m'oblige là à rester, à écouter un truc chiant d'un auteur merdique. Il est merdique, le mec. C'est un auteur poussiéreux des années 50. Ah mais ouais, ça devait correspondre à l'intelligentsia bobo parisienne des années 50-60, hyper intello. Complètement archi, en plus misogyne, mais sans même déjà le mec qui lisait le texte. Putain, moi je trouvais que c'était une misogynie fantastique. Je me sens même pas compte. Bah non, parce que cet auteur, je vais même pas le citer, hein, cet auteur. Hein. Aimé Césaire. Aimé Césaire. Le mec nombriliste. Enfin bref. Mais là, moi, je devenais dingue. Hein. Ah bah ça m'a appris, moi je suis pas patiente, je me suis dit, oh, méditation, voilà. 1 heure de méditation, on essaie, là je me suis dit, il n'y a que ça à faire. Hein. Tu vas méditer, hein. Tu essaies de te poser, tu médites. Et tu essaies de fermer tes oreilles à ce discours, cette diarrhée verbale, insupportable, prétentieuse, tout ce que je déteste. L'intellect, le mental, l'intellect, la pédanterie, l'orgueil. Aucune spiritualité. Tu vois, il n'y a pas de beauté. Il y a juste une démonstration de performance de mots et oser mobiliser X personnes dans une salle pour parler de soi à ce point, je parle de l'auteur. Après, le comédien, il avait sa part d'égotisme monumental aussi, bien sûr. Mais c'est d'où ça sort? C'est terminé cette période normalement, ça n'existe plus. C'est les années 60-70, c'est fini ça. Je regardais les gens, tout le monde se faisait chier. Mais à la fin, c'était extraordinaire. Mais à la fin, mais c'était fantastique. Je voyais dire que, comme ça, là, donc, moi j'étais... Et à la fin, j'ai dit, putain, personne ne va applaudir. Ils ont tous applaudi. J'étais la seule à pas applaudir. C'est dingue, hein. Et j'ai une copine, elle dit, ah, mais j'ai adoré. Je la regardais, j'ai l'impression qu'elle se faisait chier. Je dis, mais attends, mais je t'ai regardé tout le temps. J'ai l'impression que tu te faisais méga chier. Elle dit, ah non, je trouvais ça super. Ah bon? Ah bon, ok. Moi, quand je trouve ça super, je suis... Ah, bravo! Ah ouais, je vibre. Non, moi j'ai trouvé ça super. Non, parce que c'était bien, j'ai pris que entre le train, c'était le train entre Vladivostok et Moscou, c'est super. Aimé Césaire. Dieu et son homme. Bref, ça correspond à un homme de... Enfin bon, voilà, moi ça me fait chier. Pour moi, c'est pas mon truc. Bon, ben là, je me suis fait chier. Voilà. Être attentif. Donc, je vous dis, là, l'ennui est intolérable, voire douloureux. Je vous donne une expérience de ma douleur de spectacle. Je ne peux plus aller à des spectacles chiants, intello, merdiques, qui m'apprennent rien de démonstration égotique. Par contre, j'adore les spectacles d'artistes vrais, poétiques, qui me surprennent. Je pleure, je ris, j'ai plein de... Moi, je suis très émotionnelle, hein, donc voilà. Le remède à l'ennui, c'est la rêverie, le jeu, le bavardage. Quand je me fais chier en cours, qu'est-ce que je fais? Je rêve ou je bavarde. Les enfants, taisez-vous là! Écoutez-moi! Bah, quand j'étais parent d'élèves, alors j'étais la chiante en parent d'élèves, inutile de vous le dire, hein, c'était un peu un cauchemar. Et donc, oui, ils n'écoutent pas. Ok. Vous posez pas la question de savoir pourquoi ils n'écoutent pas. Ça, je vais retenir ça.
Ça vous interpelle pas qu'il n'écoute pas? Peut-être c'est pas intéressant. Peut-être c'est chiant. On a foutre, hein. Non, c'est... Pour tuer le temps. Bah oui, il faut tuer le temps. Alors on rêve, hein. Moi je regardais par la fenêtre des heures, je me disais putain, on me vole mon enfance. On me vole mon enfance pour m'apprendre de la merde, ça ne m'intéresse pas. On m'apprend à mettre ma pompe droite au pied gauche et inversement. Le monde est à l'envers, je suis dans le monde à l'envers. Tout ce qui est important pour moi n'existe pas dans leur monde, et tout ce qui est important pour eux n'existe pas dans le mien. Il faut que je m'adapte. Et ça fait 56 ans que je m'adapte. Oula, il y a un cochon qui déconne là, je crois. S'adapte. Donc être attentif, c'est agir et choisir. Et agir et choisir, c'est le contraire de s'ennuyer et de subir. Ok? En cas de stress, notre cerveau limbique, il va bloquer la mémorisation. Et c'est pareil en cas de déception, d'absence de plaisir, d'absence d'intérêt. Donc jamais oublier cette structure cérébrale, limbique, cortex. Il y a Catherine Guéguen, je ne sais pas si vous connaissez Catherine Guéguen, c'était ma pédiatre quand j'ai accouché à Paris. Je suis allée dans cette maternité parce qu'il y avait cette femme. Elle était extraordinaire. Elle est toujours extraordinaire. Elle fait des conférences, elle a une chaîne YouTube, c'est une femme. Elle faisait des conférences quand on était en maternité. Elle faisait des conférences sur l'allaitement, sur l'enfant, sur le tout petit. C'est extraordinaire cette femme. Donc elle dit la mécanique de stress bloque la production d'hormones du plaisir et de l'attachement, ocytocine et sérotonine. Et elle déclenche celle des hormones de la fuite, adrénaline et cortisol. Donc, il y a blocage des capacités cognitives. Dans certaines pédagogies, notamment, ils sont aperçus, si vous voulez, sur la lecture. Ils ont fait des expériences sur la lecture, ils ont essayé de comprendre pourquoi. Je ne sais plus si c'est au Danemark, en Suède, enfin les pays scandinaves, ils sont plus évolués que nous. Mais on est les meilleurs. Mais les pays scandinaves, les mecs qui étudiaient l'apprentissage de la lecture chez l'enfant, ils voulaient comprendre pourquoi les petits-enfants dans telle école au Danemark, peu importe, apprenaient vachement facilement la lecture. L'instit, il se mettait comme ça, là, il avait un gros fauteuil et l'enfant, il venait s'asseoir là et il lisait. Voilà, on lisait avec l'enfant. La sécurité. Quand je suis en sécurité, qu'est-ce qu'il dit mon cerveau limbique? Il dit, oh putain, on est en sécurité là. On est protégé, on est en confiance. Eh ben, on peut lâcher la pression. Et quand j'envoie pas le système d'alerte, t'es en danger, t'es en insécurité, t'es en danger, tu t'emmerdes, tout ça, c'est de l'ennui, c'est de la douleur, ben, mon cortex, il a les pleins pouvoirs sur mes capacités cognitives. Et j'apprends vachement mieux à lire. L'éducation nationale est à la ramasse, c'est le bouquin d'Idrissa Berkane, hein. Tout ça je vous dis ça, c'est principalement dans le bouquin d'Idrissa Berkane et puis d'autres choses, d'autres sources d'infos et puis de ce que j'ai appris moi dans mes formations de kinésio aussi, hein, et de ce que j'ai appris dans ma formation de relation d'aide avec une prof de psychiatrie, une psychiatre extraordinaire. Tout ça c'est une synthèse de tout ça que je vous fais. Hein. L'éducation nationale, elle est toujours au 19e siècle. Hein. Donc je vais vous donner quelques exemples concrets que j'ai eus en séance. J'ai noté parce que tu vois, je vais les redécouvrir avec vous parce que je ne m'en souviens plus, j'oublie toutes mes expériences, j'oublie les séances évidemment. Donc c'est un cas personnel, je vais le redécouvrir avec vous. C'est un enfant de 7 ans qui avait une faiblesse intellectuelle supposée. On a bossé en kinésio, on fait une séance et on fait une récession d'âge, ça permet une récession d'âge à 4 ans. Et on trouve l'information engrammée dans ce dossier 4 ans, je suis sans avenir. Donc on échange avec la maman pendant la séance, à ce moment-là, je trouve cette info, je suis sans avenir. Explication de la maman, à cette époque, il y a un problème avec l'instituteur qui avait pris l'enfant en grippe.
Et il y a un blocage total du processus d'apprentissage avec un renoncement inconscient de 90% de son potentiel. Oui, parce que moi je les mesure, les pertes de potentiel, je mesure. C'est le cas de l'enfant déchirant toujours ses dessins avec colère mêlée à la tristesse. Ça c'est un autre truc. Pardon, j'avais mis mon doigt, j'ai pas vu le petit trait, c'est un autre exemple. Donc on a travaillé sur ce stress. Notre boulot, c'est de déprogrammer cette mémoire qui fait que l'enfant, il ne peut pas travailler, il a un blocage intellectuel. Et qu'est-ce qui se passe après? Waouh, ça va vachement mieux. Il développe les capacités intellectuelles. Bon, il y a d'autres cas, peu importe. Ah oui, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est les enfants qui révisent à l'excès. Ils bossent, ils révisent leur interro, puis le lendemain ils sont dans l'interro puis ils se souviennent de rien. Là c'est typique, ceux qui échouent à l'examen alors que c'est des hyper bosseurs. Bah ouais Coco, t'as du stress, ça s'appelle le stress, ton indique qu'il est en stress, donc ton cortex il marche plus, il retrouve plus la zone d'information. Point barre, terminé. Donc on arrête de réviser, ça sert à rien. Juste on peut sûr qu'on évacue le stress et on est serein. Mon fils, il y a un pote de mon fils, l'ami que vous avez vu peut-être pour certains qui étaient là quand certaines sont arrivées d'entre vous, Céline, mon amie Céline. Son fils aîné, il est extraordinaire, c'est un super ami de mon fils. Donc il a quel âge? Il a 14 ans. Et au mois de décembre dernier, il venait à la maison pour faire son rapport de stage. C'est la maison secondaire, il habite à côté de chez moi, mais c'est leur maison secondaire, c'est des grands-parents, donc ils viennent de temps en temps. Ils sont sur la région parisienne. Troisième, rapport de stage, il devait faire un stage, il fait un stage donc, au premier trimestre dans la crêperie de sa tante. Et puis il devait faire son rapport de stage, donc il venait à la maison parce qu'ils n'ont pas d'internet chez eux, donc il venait faire son rapport de stage sur mon ordi, je le renvoie et tout. Et là il arrive là pour les vacances, il me dit: oh tu sais, j'ai une super note pour mon rapport de stage. Et il dit: tu sais quoi, à l'oral, j'ai eu 100 sur 100, la note maximum. Il dit: j'étais le seul à avoir cette note, et il dit: j'étais le seul à faire mon oral sans papier. Il dit: j'ai répété la veille avec maman. Il dit: et le lendemain, je suis arrivée et j'avais aucun papier. Et ils m'ont mis 100 sur 100 et ils m'ont dit: le jour où tu fais un one-man show, je viens te voir. Tu nous as passionnés avec une histoire de crêperie et Dieu sait que ça ne nous intéresse pas, la crêperie. Tu as réussi à nous passionner. Ah, les autres, ils avaient gratté tous leurs trucs, toutes leurs petites notes de présentation. Lui, il arrive, il présente comme ça. 14 ans, il est extraordinaire ce gamin. Il y en a plein des gamins extraordinaires. Et il fait du théâtre. Ah, les profs scotchés. Ouais, pas besoin de travailler parfois. Il faut simplement, alors il a une intelligence particulière, il faut simplement être dans le truc, confiance en soi, maîtriser le truc. Et pas avoir peur de se planter et de bafouiller. Parfois il disait des trucs, bon c'est pas grave, tu te rattrapes. Bien. Système informationnel, alors là les fractales on ne va pas en parler. On en parlera une autre fois, des fractales. Le système éducatif français. Alors, j'ai fait des études, donc dans le cadre de mes études, j'ai étudié l'économie, la gestion, etc., le droit du travail. Donc j'ai fait la fac, j'ai fait une fac qui s'appelle Dauphine à Paris. À l'époque, c'était la première fac sélective. Donc j'ai d'anciens collègues qui sont élus politiques, enfin après des belles carrières, des belles grandes carrières, c'est des gens qui ont fait. Voilà. Moi pas. Bon, mais je fais du théâtre. On faisait du théâtre aussi dans cette fac. Mais on faisait du droit du travail, de l'histoire du travail, l'histoire de l'économie, c'était passionnant, il y avait des choses très intéressantes. Et c'est là que j'ai appris que, dans le cadre d'une de ces dans mes cours, le prof nous expliquait qu'on n'arrête pas de dire que c'est Jules Ferry qui a mis en place l'école. Mais c'est Jules Ferry, il a mis l'école obligatoire. Quand Jules Ferry a rendu l'école obligatoire, il nous a expliqué que 90% des gamins étaient déjà scolarisés. Il y avait déjà des écoles. Qui avait mis en place ces écoles? Les paternalistes.
Vous savez qui sont les paternalistes, ceux qu'on appelle les paternalistes? Ce sont les premiers capitalistes. Alors je dis pas ça, c'est pas des mots sales, attention, hein, je respecte ces gens-là. On s'en fout, c'est pas un jugement politique. Capitalisme au sens de ce système économique qui a été mis en place, système industriel, système de la modernité industrielle. Bon. Le travail dans les usines, etc. On quitte l'artisanat indépendant, on va passer dans des manufactures de plus en plus grandes. Les paternalistes, ce sont les pères de ce sont les patrons de ces industries, de ces grosses manufactures, qui ont commencé à mettre en place des process. Et le problème des paternalistes, alors il y a eu des gens extraordinaires parmi les paternalistes, hein, ils ont fait des trucs super. Et notamment, ils ont fait les écoles. Pourquoi ils ont fait les écoles? Pour deux choses. D'abord parce qu'ils avaient besoin des mères pour venir bosser. Et ensuite parce qu'ils avaient besoin d'apprendre, de faire apprendre à apprendre. Il faut que tu apprennes. Qu'est-ce qui se passait au début où il y avait les premières manufactures, etc. Les ouvriers, les gens qui venaient bosser, on était payés au jour ou à la semaine. Hein. Donc j'avais mes sous le samedi. Le dimanche, je m'éclatais, puis si j'avais encore de l'argent, je venais pas bosser le lundi. Et puis l'heure, la notion d'heure, pas de sens. Je ne fais pas le serment à l'heure, je ne mets pas le serment l'heure. Donc les paternalistes ont dit là, il faut qu'on mette en place un système, il faut que, ils soient capables de lire les instructions qu'on met dans les usines, donc il faut qu'ils sachent lire. Et deux, il faut qu'ils soient capables de se discipliner. Et de rentrer dans un certain moule, parce que le fonctionnement d'une manufacture, faut être carré, quoi. Ça peut pas être au petit bonheur la chance, tiens putain, là il n'y a personne qui vient bosser aujourd'hui, comment je fais pour mes machines? Il y en a, je peux pas les arrêter, il faut que ça tourne jour et nuit, hein, c'est du 7 sur 7. Donc quand Jules Ferry a instauré l'école obligatoire, c'est pas de la démocratie, hein, il a juste entériné un truc, 80% des gamins étaient déjà dans l'école, parce qu'il y avait besoin d'instruire. Pourquoi il y avait besoin d'instruire? Il faut faire des citoyens comme ci, comme ça, des salariés, des bons petits travailleurs infatigables. Il y a un bouquin, ça c'est dans un bouquin qui s'appelle Le bon petit travailleur infatigable, un bouquin d'histoire sur le 19e siècle et toute l'histoire du paternalisme et comment on a dressé les gens pour devenir aujourd'hui ce que nous sommes. Programme. Baissons la tête. Mets ton masque, enlève ton masque, remets ton masque, enlève ton masque. Jacques Addy a dit, Jacques Addy a dit, Jacques Addy a dit. Ça fait plus d'un siècle qu'on est programmé. Programmé avec une punition derrière. Bien sûr, toujours sanction. Voilà. Et si tu veux, alors les paternalistes, ils n'ont pas mis de sanctions comme ça. Tu ne pouvais pas mettre de sanctions. Le mec, il en a rien à foutre. Non, il y a pas de... Pourquoi il en a rien à foutre? Parce que c'est pas grave, il va aller dans la manufacture à côté. Pourquoi est-ce qu'on a réinstauré le chômage? Parce que dans les 30 Glorieuses, il n'y avait pas de chômage. Hein. Moi, mon père, il nous disait, il en avait marre, il claquait la porte, c'est pas grave. Hein. Il n'avait même pas le temps d'être au chômage, il a retrouvé du boulot comme ça. Les grands patrons, ils ont dit, ça va pas être possible, les mecs, là. Il va falloir arrêter les 30 Glorieuses, là. On peut pas. Là, il nous faut du chômage. Bon, on va faire venir beaucoup de main-d'œuvre de l'étranger, on va avoir plus d'offres que de demandes. Et puis l'avantage de créer des zones de misère et d'exploitation, parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'esclavage, ça a toujours marché avec ça. Pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des esclaves. Et pour qu'il y ait des esclaves, il faut qu'il y ait des esclaves. Et il faut qu'il y ait de la peur. Donc si j'ai peur de bosser, si j'ai peur de perdre mon travail, de ne pas avoir de travail, mais je vais accepter tout et n'importe quoi. Surtout s'il y a des pauvres gens encore plus pauvres que moi, qui sont prêts à accepter encore plus moins que moi. Plus pour moins. Super, yes. Il n'y a jamais eu autant de riches depuis 2 ans. Les riches sont encore plus riches, les pauvres encore plus pauvres. Mais non, mais c'est logique, c'est normal, c'est pas une fatalité. C'est un système d'organisation qu'on a validé tous collectivement. Il suffit juste, Hegel qui dit, lorsque l'esclave meurt, le maître disparaît.
C'est l'histoire du petit prince avec le roi. Pourquoi tu dis au soleil de se lever et de se coucher alors même que c'est le moment de se lever pour lui et de se coucher pour lui? Parce que sinon, il ne se lèvera pas. Il va se coucher au lieu de se lever. Et j'ai l'air de quoi? J'ai plus l'air d'un roi, j'ai l'air de personne. Si plus personne m'écoute, si plus personne n'obéit, je ne suis pas président de la République, hein, je suis juste le pantin que je suis, le vrai. Alors, le buffet infernal, page 149, vers une gastronomie des savoirs. Ça, c'est Idriss Aberkan, super bouquin, libérez votre cerveau. L'enfer au buffet. Imaginez, vous êtes dans un hôtel de grand luxe, devant un buffet à volonté. Le buffet de votre vie. Viande grillée, menu végétarien, salade bar, caviar, huîtres, crustacés, sushi, pasta, etc., etc. Massage de pieds, etc. Tout ce qu'il faut. Il y a des plats que vous n'avez jamais vus, mais ils ont l'air appétissants. D'autres ont l'air étranges, mais après tout, avec un bon maître d'hôtel, vous seriez prêt à les découvrir. Pour couronner le tout, vous avez faim, très faim. Beaucoup de gens appelleraient cela le paradis. Maintenant, imaginez que le maître d'hôtel surgisse en hurlant. « Tu dois absolument tout manger !» Chaque assiette que tu laisseras sera portée sur l'addition. Tu paieras non pas ce que tu as mangé, mais ce que tu n'as pas mangé. Et s'il reste trop d'assiettes pleines, non seulement l'addition sera mirobolante, mais en plus, tu seras viré de l'hôtel, humilié, on fera une haie d'honneur pour se moquer de toi. Puis, le maître d'hôtel sort sa montre et ajoute, fatidique, « Tu as 1 heure. Quelqu'un l'a fait avant toi, donc on sait que c'est possible. » Là, vous n'êtes plus au paradis, vous êtes en enfer. Le buffet n'a pas changé. Pourtant, nous sommes passés du paradis à l'enfer rien qu'en changeant les règles du jeu. Qui a déjà traversé une telle épreuve? A priori, personne. Si vous aviez été forcé d'avaler tout un buffet aussi vite, votre perception de la nourriture en aurait été bouleversée à jamais et des années entières de thérapie ne vous auraient probablement pas permis de vous en remettre. Pourtant, je peux vous garantir que ce cauchemar, nous l'avons tous déjà vécu. Et pas seulement sur une journée, mais sur des milliers de jours. Cette situation se nomme l'éducation. L'école que nous appelons traditionnelle n'a rien de traditionnel, elle est industrielle. Idriss Aberkan, quand j'ai lu ce bouquin, ça m'a replongé il y a 30 ans, pendant mes études de petit travailleur infatigable, où je me suis dit, putain, l'école ne sert pas à faire de nous des citoyens, elle sert à faire de nous des esclaves. Et on obéit avec les putains de notes, et on obéit. Et quand j'ai vu qu'Idriss Aberkan disait la même chose dans son bouquin, je me dis, alléluia, enfin il y en a un qui dit la même chose, il connaît le truc industriel, il fait le lien. L'école que nous appelons, donc, elle est industrielle, c'est tout. Socrate, Platon, Confucius, Vinci ou Victorin de Feltre n'enseignaient pas comme nous le faisons. Mais notre mémoire intergénérationnelle étant très courte, 6 générations grand maximum, nous croyons que l'école des tables en rang et du tableau noir est la plus traditionnelle qui soit. Or, elle n'a pas plus de 10 générations, sur une humanité qui en a couvert plus de 8000, et qui ne l'a pas attendu pour faire circuler les savoirs. Issue de la révolution industrielle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notre éducation est centrée sur la pensée de l'usine, et sa vertu cardinale est la conformité, pas la créativité. Tout le système éducatif est fondé sur le cortex gauche, l'hémisphère gauche, rationalité, logique, rationalité, logique. Tous les hémisphères droits dominants, il y en a de plus en plus dans les nouvelles générations, c'est pour ça que c'est la pagaille totale, beaucoup de 10 sont des hémisphères droits dominants, eh bien ils sont paniqués, paumés, parce que c'est pas leur façon de penser. Pas la créativité, pas le caractère, pas l'amour des savoirs, pas l'épanouissement, non, la conformité avant toute chose. Et c'est la faillite de l'épanouissement. D'accord? Bien. Le jeu encourage
Alors, je continue mon truc. J'étais où? Voilà, plouf plouf. Ah oui. Alors, page 152. Alors, j'y retourne, je suis désolée. C'est ça. C'est les histoires de stylo rouge. Et alors ça, j'ai un autre truc sur... bon. Catherine Guéguen, elle parle de ça aussi, le stylo rouge. Quand une copie est corrigée, ce que l'on y voit en rouge, c'est ce qui nous manque. Pas ce que nous avons assimilé qui va de soi. Hein? Tu vas payer l'addition parce qu'il y a des trucs que tu n'as pas mangé. Ainsi, nous grandissons dans le conditionnement. Nous apprenons à repérer d'abord que ce qui nous manque. Cela tombe bien, notre société est construite sur ce modèle, celui du manque, plutôt que celui de la plénitude, de l'insatisfaction permanente plutôt que de la satisfaction simple, du négatif plutôt que du positif, etc. etc. C'est en lien avec la confiance en soi. Il faut arrêter de dire qu'est-ce que j'ai pas, il faut regarder qu'est-ce que j'ai. D'accord? Ok. C'est donc un système générateur de stress. Si l'enfant est en insécurité, s'il accumule les mauvaises notes, mais comment? On lui dit, il faut que tu progresses. Ah, la farce. Tu es mauvais professeur, tu as 0. Tu es nul, c'est toi qui es nul. Je t'en veux pas, parce que moi, si j'étais à ta place, je serais aussi nul que toi. On m'a pas appris à enseigner par rapport à ce qu'on me demande, avec 30 gamins. Moi aussi, je suis en stress en tant que prof, c'est l'horreur. Je m'en sors pas. On me met des trucs sur la gueule. La société des Shadocks de Brésil me demande des papiers. Et des trucs qui changent tout le temps. Et le programme, ça change. On fait plus ça, on fait ça. Puis il faut plus faire comme ça, il faut faire comme ça. On invente du verbiage comme Eichmann inventait le verbiage, la langue bureaucratique, la Amtssprache chez les nazis. L'objet, je sais plus comment ils appellent ça, on dit plus stylo, on dit plus... C'est l'objet rebondissant, ça c'est le ballon, enfin vous savez, le délire technocratique dans les paperasses qu'on donne aux profs. Quelle est la situation pour les élèves? Eh bien, manger, apprendre, c'est comme manger normalement. C'est un plaisir, c'est inné. Vous regardez le jeu et les animaux, ils apprennent par le jeu et ils apprennent beaucoup. On apprend par le jeu. Les méthodes en général anglo-saxonnes sont moins cons que les nôtres. À l'école, chez les petits, en Angleterre, on apprend par le jeu. On chante des contes, on danse, etc. On apprend plein de trucs comme ça. Il ne faut pas forcer le cerveau à ressembler à notre école, il faut forcer l'école à ressembler à notre cerveau, ça c'est Idriss Aberkan qui dit ça. Le jeu, il encourage la pratique prolongée et assidue, démonstration sur l'attention et la mémoire. Et l'attitude des professeurs, ça fonctionne comme l'effet placebo ou nocebo sur l'apprentissage. Je vous parlerai plus tard dans l'effet nocebo et placebo. Sinon, vous écoutez ma conférence qui est sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet où je parle de l'effet placebo et nocebo. Il y a une super émission d'Arte sur le nocebo et avec cette expérience que je vais vous relater, c'est un médecin qui a un patient qui a un problématique, je ne sais plus quoi, on s'en fout, qu'il n'arrive pas à traiter. Ça fait des années qu'il suit ce patient et il a toujours ce problème de pathologie machin là. Et puis un jour ce médecin il reçoit des pilules, c'est un nouveau médicament et il dit écoutez on m'a demandé de tester ce médicament, c'est un nouveau traitement, justement pour votre pathologie, essayez-le. Donc le mec, ok, il revient, il dit oh génial docteur, oh purée, ça va vachement mieux. Oh super, je vais vous en prescrire. Ah bah merde, j'en ai plus, puis il n'est pas encore sur le marché. Donc le médecin appelle et dit je vais vous en procurer, je vais essayer de rappeler le labo, je vais leur dire qu'il m'en faut absolument, tellement c'est génial. Donc il appelle le labo, et il lui dit il me faut absolument votre nouveau médoc. Donc les mecs ils disent c'est pas encore sur le marché. Ouais, mais c'est pas grave, donnez-moi celui que vous m'avez donné, parce qu'il est trop génial. J'ai des résultats exceptionnels avec cette personne que je suis depuis 20 ans. Je n'ai pas trouvé de médicament jusqu'alors. Et le mec, à ce moment-là, au bout du fil, il dit mais monsieur, vous avez le placebo. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire que non seulement
lorsque le médecin me donne un médicament, et parce que je fais confiance à cette autorité de blouse blanche, je remets complètement ma confiance en lui et ça crée un système de confiance et que je vais mobiliser des ressources en moi. Mais si le médecin est lui-même convaincu de la validité du produit, quand bien même c'est de l'hostie, j'ai un effet, c'est extraordinaire, ça s'appelle l'effet placebo. Et les labos pharmaceutiques vous disent « Oh, c'est pas intéressant l'effet placebo. » Bah oui, on fait pas de pognon. C'est normal. Bah, nous, on travaille là-dessus et on est fiers de le faire. On travaille sur l'effet placebo. Et ça, c'est notre force. Et on devrait être remboursé par la Sécu. Mais la Sécu, elle est au service de qui? Ah ouais, quand on fait... Alors, faux travail, c'est ce que j'ai appris en économie. Aussi, quand je faisais mes études d'économie, j'ai appris... On avait des cours de comptabilité nationale. Comment ça fonctionne, la comptabilité d'un pays. Et on a appris que plus j'ai de cancéreux, plus je fais de points de PIB. Hein. Plus j'ai de malades, plus j'ai de points de PIB. Bah ouais, ça rentre dans les points de produit intérieur brut, la maladie. Donc, je peux être un pays hyper riche en malades. Super. Génial, là, le PIB. Hein. Voilà, alors, effet Pygmalion, on a bientôt terminé. Hein. Je sais, c'est un peu long. J'ai bientôt terminé sur le système éducatif. Je vous lis juste l'effet de Pygmalion, page 172. Hein. Alors, 172. L'effet Pygmalion, voilà. Dans ce protocole, les chercheurs font passer un test de QI à des élèves d'une école primaire en Californie sans en donner le résultat à leurs professeurs. Ils en choisissent cependant, c'est toujours Idriss Aberkane, hein, ils en choisissent cependant quelques-uns au hasard, 1 sur 5 environ, et ils disent aux enseignants qu'ils sont plus performants. Les chercheurs testent plusieurs classes, certains avec des faux élèves brillants et d'autres sans, afin de pouvoir les comparer. Vous comprenez le truc là, c'est clair ou pas? Ils vont faire plusieurs tests, ils vont faire des tests de QI à l'ensemble des élèves. Okay, ils vont mesurer les QI pour tous les élèves sur 3 classes, on va dire. Okay, et puis, sur la classe A, ils vont dire aux profs, ben voilà, les meilleurs élèves, ceux qui ont le QI plus élevé, c'est ceux-là. En leur donnant les vrais résultats. Sur la classe B, ils vont mettre des faux élèves brillants, c'est-à-dire que ils vont dire, bah, par exemple, lui qui se tape toujours des notes de merde, en fait, il est super brillant, il a un super QI. Ils vont dire, voilà. Le prof, il dit, attends, vous êtes sûr, là, ces deux-là, ils ont un super QI, mais c'est des tanches. Non, non, ils ont un super QI. Ils vont leur faire croire ça, les chercheurs. Évidemment, le professeur